Commencer une guerre sans contrôler le spectre électromagnétique équivaut à une défaite. Cette citation de 2019 vient de nul autre qu'Anatoly Tsiganok, un ancien colonel russe et directeur du centre de prévision militaire à Moscou même. La référence au spectre électromagnétique ici pointe vers un aspect des luttes plus larges de la Russie en matière de guerre électronique. Plus précisément son échec à contrôler l'espace aérien à basse altitude en Ukraine, où les systèmes anti-aériens guidés par radar sont les plus efficaces. Mais l'armée de l'air russe est entrée dans le conflit ukrainien en 2022 avec ce qui aurait dû être des avantages écrasants, une flotte plusieurs fois plus grande que celle de l'Ukraine, et un vaste arsenal d'avions de combat modernes. Malgré son avantage matériel, l'armée de l'air russe, limitée par une doctrine qui considère les avions comme des extensions des forces terrestres, n'a pas réussi à établir la supériorité aérienne, stupéfiant les analystes. Poussant à réévaluer globalement l'utilisation réelle de la puissance aérienne moderne dans les conflits de haute intensité. Plutôt que de créer une supériorité aérienne écrasante, ce qui permettrait à la Russie de dominer le ciel ukrainien et de mettre sous pression les défenses terrestres de ce dernier. Les avions russes sont devenus des porteurs de bombes planantes à longue portée, effectuant peu ou pas d'opérations près de l'espace aérien ukrainien. Comment la Russie a-t-elle réussi à échouer, avec l'une des plus grandes flottes d'avions du monde ? Quelle stratégie que la Russie a employée, même avant l'invasion elle-même, ont conduit à ce que la guerre devienne une guerre d'usure, de tirs d'artillerie à longue portée, et causant des pertes significatives de matériel militaire. Quelles leçons le monde peut-il tirer des échecs de la Russie ? Restez avec nous pour le découvrir dans l'émission militaire d'aujourd'hui. Commençons par comparer directement les tailles et la force des flottes aériennes de la Russie et de l'Ukraine, pour donner une idée de l'avantage théorique que la Russie avait au départ. Une invasion rapide qui s'est transformée en une guerre de plusieurs années. Avant l'invasion de février 2022, la Russie possédait environ 900 avions de combat tactique. En revanche, les forces aériennes ukrainiennes disposaient d'environ 125 jets de combat, un mélange de vieux Mikoyan, 29, de Su-27 et de bombardiers de l'époque soviétique. Sur le papier, la disparité était stupéfiante. L'inventaire de l'armée de l'air russe, ou Voyeno-Vozdushny. Sili comprenait environ 350 chasseurs modernes, Su-30SM, Su-35S et Su-57, et 125 bombardiers lourds. Tu-22M, 3S, téléphonez-vous. 95 et téléphonez-vous, 160S et des centaines d'avions d'attaque. Comme le Su-34, l'armée de l'air ukrainienne comptait principalement sur les MiG-29 de l'époque soviétique, les Sukhoi 27S et les Su-24S, dont beaucoup nécessitaient de l'entretien et des améliorations. C'est pourquoi nous avons qualifié la flotte de l'Ukraine de capable de combat, même si techniquement l'Ukraine possède probablement plus d'avions que cela. Beaucoup étaient inutilisables par manque de pièces ou de pilotes pour les conduire. Pire encore, depuis 1991, l'Ukraine, sous la pression des accords internationaux de démilitarisation et des contraintes économiques internes, a réduit sa gigantesque flotte aérienne, héritée d'un inventaire post-soviétique initial de plus de 1000 avions de combat. Des centaines ont été vendus, mis au rebut ou transférés à l'étranger, sans acquisition de nouvelles plateformes aériennes durant cette période. Pendant ce temps, la Russie a poursuivi la modernisation et l'expansion de sa flotte. Cependant, comme il s'est avéré, beaucoup de ces avions seraient peu utilisés dans des opérations à haut risque, une grande partie étant retenue ou reléguée à des rôles de mise à distance plus sûrs. Quelque chose que nous explorerons plus en détail plus tard. En mai 2022, le secrétaire à la défense britannique, Ben Wallace, a souligné la disparité entre les flottes. La Russie avait engagé plus de 500 avions dans la campagne ukrainienne, une force environ 4 fois la taille de toute la flotte aérienne de l'Ukraine. Malgré cet avantage numérique écrasant. Selon Oryx et d'autres groupes de surveillance, plus de 90 avions russes ont été détruits lors de la première année du conflit, d'après des renseignements en sources ouvertes. Malgré les capacités des avions de chasse phares de la flotte russe, le pays peine à atteindre ses objectifs aériens. Le chasseur russe, Su-35, Flanker E, représente un avantage théorique significatif sur le pilier ukrainien, le MiG-29 Fulcrum. Le Su-35S se vante d'une portée supérieure, 2000 miles, comparé à moins de 1000. Un radar IBR-ISE plus puissant, avec une portée de détection presque 2 fois celle du radar N019 du MiG-29 et des systèmes de guerre électroniques avancés, y compris la suite contre-mesures électroniques Kaibni. Avec 12 points durs pour les missiles RR comparé aux 6 du Mikoyan 29, le Su-35S devrait dominer les engagements au-delà de la portée visuelle.
Le Su-34 avion d'attaque de secours offrait à la Russie une capacité de frappe de précision théorique inégalée par la flotte vieillissante de Su-24 de l'Ukraine. Avec un radar Passive Electronically Scanned Array avancé, le système de ciblage électro-optique Platen, et la capacité d'utiliser des munitions guidées de précision. Le Su-34, comme le missile Kh-38, a été conçu pour effectuer des frappes de précision afin de neutraliser les défenses aériennes ennemies. Néanmoins, le dernier chasseur russe, le Su-57 Felon, est apparu de manière limitée en Ukraine. En mai 2022, les médias d'État russes ont affirmé que le Su-57 avait effectué des frappes de missiles en restant hors de portée des défenses aériennes ukrainiennes. Cette affirmation concorde avec son déploiement restreint comme plateforme de mise en attente, au lieu de chasseur de supériorité aérienne, son rôle initial. La Russie avait les moyens de dominer dans la guerre aérienne. Que s'est-il passé alors? En réalité, aucun des deux camps ne s'est vraiment engagé dans des combats aériens directs. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été divisée en quelques fronts distincts, avec l'invasion de Kiev au nord et l'invasion du Donbass à l'est du pays. Dans ces régions, la Russie affrontait les défenses anti-aériennes de l'Ukraine, et non ses avions. Le réseau initial de défense aérienne de l'Ukraine reposait sur des systèmes de l'époque soviétique S-3, Sant et Buk-M1, complétés par des manpads portables comme l'IGLA et le Stinger. Suite au paquet d'aide occidentale, l'Ukraine a intégré des systèmes modernes, y compris les batteries Patriot américaines créditées pour avoir abattu des avions russes, les systèmes à moyenne portée NASAM, LIRIST allemand, les systèmes Crotale français et le SAMPT italien. Cette défense en couche a créé ce que Justin Bronk de l'Institut Royal des Services Unis, ou Royal United Service Institute, a appelé l'un des systèmes aériens intégrés les plus denses et efficaces de la planète. Les responsables ukrainiens ont affirmé avoir abattu plus d'une douzaine de Su-34S et de Su-35S en un seul mois, pendant l'été de 2023, bien que ces chiffres n'aient pas pu être vérifiés indépendamment. Plusieurs incidents mettent en évidence les difficultés de l'armée de l'air russe, la destruction de plusieurs hélicoptères russes et avions de transport à l'aéroport international de Kherson en mars 2022, confirmés par des images satellites suite à des frappes d'artillerie ukrainienne répétées. La perte d'un rare avion Airborne Warning and Control System A-50 en janvier 2024, abattu au-dessus de la mer d'Azov par la défense aérienne ukrainienne, représente un coût significatif pour les capacités de surveillance aérienne de la Russie. L'abattage de 3 bombardiers de chasse Su-34 en une seule journée en décembre 2023, près du front sud, comme l'a revendiqué l'Ukraine, marquant l'une des pertes les plus significatives en une seule journée pour l'armée de l'air russe. Une audacieuse frappe aérienne ukrainienne sur l'île aux Serpents en mai 2022, où des chasseurs Su-27 ont bombardé les positions russes, démontrant la capacité de l'Ukraine à défier les forces russes dans l'espace aérien contesté. De même, les avions de l'Ukraine ont été utilisés pour contrer l'offensive terrestre, mettant sous pression les troupes russes entrantes et l'infanterie mécanisée. En réponse, la Russie a déployé ses systèmes anti-aériens à longue portée près de la frontière ukrainienne, en Crimée et dans les régions proches du Donbass. Ce réseau de défense aérienne comprend les systèmes S-400 et S-300, les systèmes longue portée, V4, les systèmes courte portée, Pantsir S-1 et la plateforme moyenne portée TORM-2. En août 2023, Sergei Shoigu, ministre russe de la Défense, a déclaré que ces systèmes avaient abattu plus de 800 drones ukrainiens et 39 missiles High Mobility Artillery Rocket System le mois précédent. Même si ces chiffres sont probablement exagérés, ils reflètent le risque substantiel que courent les deux parties en opérant des avions près des lignes de front. En résumé, les grands réseaux de défense aérienne ont créé des zones d'exclusion aérienne mutuelle. Cependant, l'échec le plus marquant de la Russie est probablement son incapacité à mener des opérations efficaces de suppression des défenses aériennes ennemies. Au cours des 48 premières heures de l'invasion, la Russie n'a lancé que 100 missiles anti-radiation contre les défenses aériennes ukrainiennes. Une fraction de ce que les États-Unis ont utilisé au début de la campagne en Irak en 2003. En avril 2022, le Pentagone a estimé que la Russie n'avait pas réussi à détruire plus de 80% des sites de défense aérienne fixes de l'Ukraine. Cet échec est en partie dû à des pénuries d'équipements. La Russie a déployé moins de 50 avions spécialisés Su-24MR et Su-34, configurés pour la mission Suppression of Enemy Air Defense, beaucoup sans les missiles anti-radiation Kh-31P, nécessaires pour cibler efficacement les systèmes radars.
Selon un haut responsable de la défense américaine interrogé par Reuters début mars, 2022, la Russie manquait déjà de munitions guidées de précision quelques semaines après le début de la guerre. Cette évaluation semblait exacte car l'invasion s'est rapidement transformée en une offensive terrestre épuisante concentrée sur Kiev et le Donbass. Cependant, l'assaut sur Kiev a vite échoué. Début avril, les forces ukrainiennes avaient totalement repoussé l'offensive et repris le contrôle de la région de la capitale. En 2022, malgré l'apparente puissance des avions russes sur le papier, leurs capacités de combat réelles se sont avérées limitées jusqu'à présent. En plus d'être surpassée par les défenses anti-aériennes de l'OTAN, la Russie aurait pu réutiliser de vieilles technologies pour exagérer la préparation de sa flotte aérienne. Les avions modernes semblent avoir été contrés par les capacités de brouillage Global Positioning System de l'Ukraine et de l'OTAN en mai 2022, juste quelques mois après l'invasion. Un Su-34 abattu a été trouvé avec un Global Positioning System commercial basique de Garmin scotché au tableau de bord. Une révélation gênante révélant des problèmes plus graves. Les avions militaires russes étaient équipés de systèmes de navigation double intégrés, utilisant GLONASS et Global Positioning System. La présence d'un Global Positioning System commercial indiquait des problèmes de fiabilité du système embarqué. Les pilotes doivent utiliser des outils civils plutôt que la technologie militaire fiable. Cependant, il semble que GLONASS souffre aussi d'un sous-financement important. Cela aurait pu causer un manque de satellites russes pour offrir une couverture suffisante et une précision de positionnement adéquate. Cette affirmation est soutenue par la nécessité pour la Russie de construire des stations de correction différentielles en Syrie afin d'améliorer de 40% la précision de GLONASS dans ce pays. La Syrie était un grand importateur de technologies militaires russes, notamment des systèmes anti-aériens et des avions dépendant du Global Positioning System et du GLONASS. Mais un récent changement de régime a vu Damas interdire les importations russes, coupant un important marché d'armes. Les problèmes de formation n'ont pas aidé non plus. La plupart des pilotes russes totalisent en moyenne seulement 100 à 120 heures de vol par an, bien en dessous des 180 à 240 de l'OTAN. Et seule une fraction de ce temps est consacrée à la formation au combat, le reste étant axé sur les compétences de base en vol. De plus, les pilotes russes ne maîtrisent pas les tactiques de combat modernes. L'idée prédominante semble plutôt d'utiliser les avions militaires, essentiellement comme unité de soutien pour une opération à longue portée. La doctrine militaire russe, comme en témoignent divers exercices voyenno-vosduchnie-Sili avant l'invasion réelle, semble compter sur les contrôleurs au sol pour diriger et guider les pilotes russes dans l'exécution de missions à longue portée. Dans la guerre effrénée en Ukraine, les avions russes seraient liés à l'infanterie mécanisée terrestre du pays, l'une des seules solutions pour fournir des cibles à frapper, depuis les airs. Cependant, la pression significative des forces mécanisées rencontrées par l'armée ukrainienne suggère que certaines cibles ont pu s'éloigner. Lors du déploiement de l'avion, le manque de formation militaire des pilotes limitait leur capacité à sélectionner dynamiquement de nouvelles cibles. En même temps, la structure militaire rigide en Russie aurait probablement empêché ces pilotes d'être encouragés à opérer en dehors des paramètres de mission prédéterminés. Cela ne prendrait pas en compte l'évolution de la structure et du déroulement de la guerre. L'armée de l'air russe opère sous une structure de commandement hiérarchique, stricte, limitant la flexibilité des commandants sur place. Selon l'analyse de Royal United Services Institute d'octobre 2022, les cycles de planification aérienne russes prennent généralement 24 heures pour être élaborés, approuvés et communiqués aux unités, créant une réponse sclérosée au développement sur le champ de bataille. Ce processus de planification rigide a été illustré en mars 2022 lorsque les forces ukrainiennes ont tendu une embuscade à un convoi militaire russe de 40 miles au nord de Kiev. Malgré un temps clair et la nature critique du convoi, le soutien aérien russe était minimal et non coordonné. Un haut responsable du Pentagone l'a décrit comme déconcertant, ajoutant que les Russes avaient une supériorité aérienne totale, mais n'ont pas réussi à l'utiliser efficacement. Cette combinaison contraste fortement avec la doctrine militaire occidentale qui privilégie le suivi dynamique, l'acquisition de cibles et la flexibilité globale du combat. Pour l'Ukraine, cela a apporté des avantages uniques et des aperçus sur la façon de penser des deux extrémités de la doctrine militaire. Avant 2014, les hauts gradés de leur armée étaient des officiers expérimentés formés selon les doctrines militaires soviétiques. Mais après 2014 et l'annexion de la Crimée, l'Ukraine a commencé à moderniser rapidement son armée de fond en comble, en commençant par sa doctrine. Pendant 8 ans, le pays a été dirigé et entraîné par l'OTAN. Au début de l'invasion, l'Ukraine avait accès aux renseignements américains sur les mouvements et positions militaires russes, soutenus par des décennies d'expérience dans les tactiques militaires soviétiques et renforcés par l'approche adaptative de l'OTAN au combat. De plus, la doctrine militaire de l'OTAN, influencée par les États-Unis,
a mis l'accent sur la supériorité aérienne au combat, les États-Unis possédant la plus grande flotte aérienne. Pendant plus de 20 ans, les États-Unis ont exploité cela dans la guerre contre le terrorisme, et l'OTAN a apporté un soutien militaire via des entraînements, des exercices et des opérations conjoints. L'Ukraine a ainsi appris les tactiques de suprématie aérienne et surtout comment contrer la Russie. Vous vous en souvenez, lors de l'invasion, il était quasi certain que la Russie chercherait à établir sa suprématie aérienne sur l'Ukraine grâce à sa force aérienne supérieure, mettant l'Ukraine sur la défensive dès le début. Mais pourquoi la doctrine militaire de la Russie s'est-elle avérée si inefficace ? Eh bien, l'analyse militaire de l'avancement post-soviétique de l'équipement et des opérations de la Russie a révélé que le pays souffre d'un biais défensif significatif. Essentiellement, même durant la guerre froide, les tactiques militaires russes visaient à protéger la mer Russie et les actifs militaires clés du pays contre les attaques extérieures. Cela signifie que le Voyeno-Vozdouchny Sili a été directement influencé, budgétisé et orienté vers une guerre défensive contre l'OTAN, plutôt qu'une offensive comme l'invasion de l'Ukraine. Cela pourrait expliquer le peu d'intérêt des tactiques et stratégies militaires russes pour la suppression des défenses anti-aériennes, des équipements de communication ou de radars de l'Ukraine. Le pays n'a jamais réellement prévu qu'il aurait besoin de le faire lors de missions à longue portée, préférant garder ses atouts fermement dans l'espace aérien russe. La Russie utiliserait plutôt son important arsenal d'équipements anti-aériens, comme les S-300S et 400 mentionnés précédemment, mais aussi les S-500 plus modernes, pour contrer la force aérienne ennemie dans sa quête de suprématie aérienne sur la Russie. Face à un adversaire incapable d'exercer une pression aérienne soutenue dans les premières années de la guerre, de nombreux atouts de défense aérienne avancés et stratégies militaires de la Russie n'ont pas été pleinement exploités de manière traditionnelle. Toutefois, ces systèmes ont été utilisés. La Russie a adapté l'utilisation de ses défenses aériennes contre les drones, missiles et bombes ukrainiens, réaffectant parfois des systèmes comme le S-300 pour des frappes au sol, brouillant la frontière entre usage défensif et offensif. Ce concept est encore compliqué par le manque d'enthousiasme du pays pour l'acquisition d'équipements et de technologies modernes. Une analyse de la défense russe révèle que malgré une croissance réussie des conceptions matérielles établies, seuls des progrès limités ont été réalisés dans la production d'armes et de plateformes totalement nouvelles. Entre 2010 et 2022, le Voyeno-Vozdouchny Sili a reçu environ 350 avions de chasse modernes, principalement des versions améliorées de plateformes plus anciennes, comme les avions de 5e génération, y compris les chasseurs multirôles Su-30SEM, les chasseurs de supériorité aérienne Su-35S et les bombardiers Su-34. Mais ces investissements signifient que les forces aériennes du pays et les systèmes de soutien ont probablement sous-estimé le besoin de systèmes moins spectaculaires, tels que le radar, les communications ou les capacités de frappe. Par exemple, un article de 2021, publié dans Military Thought, qui est la traduction anglaise du journal de le ministère de la Défense russe a admis que la Russie accusait un retard dans le développement de diverses plateformes, notamment les drones de reconnaissance, de frappe, de brouillage, de surveillance et de guidage, à voilure fixe et rotative, à basse altitude et stratosphérique. Tous ces systèmes seront essentiels pour mener une campagne aérienne offensive, surtout face à un pays équipé majoritairement de défenses aériennes de l'ancienne génération, malgré le soutien minimal de l'OTAN et les changements de doctrine lors de l'invasion. Face à ces défis, la Russie s'est adaptée, en transformant des bombes fougasses aériennes à bord 500 non guidées en bombes planantes rudimentaires, avec des kits d'ailes ajoutés et une orientation Global Positioning System de base. Ces armes, signalées près de Kharkiv en janvier 2023, permettent aux avions russes de lancer depuis l'extérieur de la portée des défenses aériennes ukrainiennes. C'était l'un des changements majeurs dans l'échelle et le cours de la guerre. La Russie utiliserait des munitions à longue portée pour faire pression sur les défenses ukrainiennes et les forcer à se replier avant l'arrivée des troupes terrestres, plutôt que de mener une campagne offensive par voie terrestre. Un briefing de renseignement britannique de mai 2023 estimait que la Russie larguait jusqu'à 20 de ses armes par jour, démontrant que le Voyeno-Vozdouchny Sili avait choisi la confrontation au lieu de chercher à atteindre une réelle supériorité aérienne. D'ici à 2025, l'utilisation de drones et de bombes planantes a explosé. Un rapport de janvier suggère que la Russie a lancé plus de 750 bombes de dérapage en une semaine, ce qui représente environ 3000 de ces frappes par mois. L'utilisation de drones à longue portée et de bombes guidées par Global Positioning System, peu sophistiquées mais létales, a rendu inefficaces les défenses anti-aériennes ukrainiennes face à cette menace. Malgré leur précision inférieure aux armes spécialisées, ces bombes modifiées ont permis à la Russie de maintenir la pression sur les positions ukrainiennes, en minimisant les pertes d'avions.
Le conflit ukrainien a forcé les armées mondiales à revoir leurs hypothèses sur la puissance aérienne. Les investissements massifs que de nombreux pays ont réalisés dans des avions de combat de 5e génération comme le F-35 et le Su-57 pourraient offrir un retour sur investissement moindre. Le programme F-35 visait à maintenir la suprématie aérienne américaine face aux défenses antiaériennes avancées et aux capacités de guerre électronique de la Russie et de la Chine, grâce à un avion de combat furtif surpassant toute menace potentielle. Les pilotes de F-35 sont revenus indemnes de missions en Syrie et dans le Pacifique, face à des systèmes de défense aérienne parmi les plus avancés au monde, prouvant son efficacité à bien des égards. Mais cette puissance de combat cache un développement problématique. Des années de retard, des préoccupations de sécurité, des logiciels défectueux et des réaménagements coûteux ont fait grimper le coût prévu du programme à plus de 2 billions de dollars. Ce qui était autrefois présenté comme la pierre angulaire d'une flotte rentable est devenu la plateforme d'armement la plus chère de l'histoire américaine. Un mastodonte, sans conteste, mais à un coût ahurissant. Le conflit a aussi souligné l'importance grandissante des systèmes sans pilote. Les deux côtés ont largement utilisé les drones, du Bayraktar TB2 de la Turquie à l'Orlandix de la Russie, les trouvant plus jetables et rentables pour de nombreuses missions traditionnellement effectuées par des avions pilotés. Dès 2023, les forces ukrainiennes ont prouvé ce changement en utilisant des drones commerciaux modifiés pour attaquer Moscou, contournant le réseau de défense aérienne, tant vanté de la Russie. Depuis, les deux camps ont amélioré leurs drones, réduisant fortement le coût des missions longue portée. En essence, la guerre en Ukraine s'est rapidement transformée en une guerre économique, avec des drones coûtant aussi peu que 700 $, prenant en charge des équipements qui pourraient coûter des millions. Simultanément, les pays dotés d'importants actifs aériens, tels que les États-Unis et ses alliés de l'OTAN, pourraient devoir revoir leur approche de la guerre aérienne. La raison principale pour laquelle la Russie n'a pas réussi à dominer les cieux provient d'une source inattendue, le Starlink de SpaceX. Musk a fourni aux forces ukrainiennes une connectivité en temps réel sur le champ de bataille, permettant aux drones et à l'artillerie de frapper les cibles russes avec une précision mortelle, sans fournir d'images satellites. En effet, dans une future guerre, il faudra prendre en compte non seulement les actifs militaires, mais aussi civils. Cela pourrait servir à des fins militaires, ou fournir des informations cruciales. Pour la Russie, reconstruire son armée de l'air impliquera de remplacer les avions perdus et de repenser son approche de la guerre aérienne. Le coût estimé du remplacement des pertes confirmées d'avions et d'hélicoptères de la Russie dépasse maintenant 7,2 milliards de dollars à un moment où les sanctions occidentales ont bloqué l'accès à des pièces et technologies aérospatiales critiques. Simultanément, la doctrine militaire du pays privilégie toujours la défense à l'offensive. Étant donné que ses forces aériennes ont été épuisées par ses efforts en Ukraine, la Russie manque désormais à la fois de capacités offensives et défensives dans un éventuel conflit contre l'OTAN. N'oublions pas non plus que l'agressivité de la Russie ces dernières années a poussé l'OTAN à revoir sa stratégie militaire et son budget. L'Allemagne et la Pologne, qui s'appuyaient sur des efforts militaires financés par les États-Unis, ont prévu de révolutionner leur budget de défense et de revitaliser leur industrie militaire. L'OTAN a accueilli la Finlande et la Suède, deux pays avec une longue histoire de R et 480 en technologie militaire, depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. La Finlande, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont ouvertement fourni à l'Ukraine des prototypes d'armes avancées, leur donnant des mois de données réelles sur la performance de ces systèmes face aux plateformes russes. Les échecs de l'armée de l'air russe en Ukraine sont plus que de simples revers tactiques. Ils signalent un changement fondamental dans la guerre aérienne moderne, où la supériorité numérique et les capacités de plateforme ne garantissent plus le succès contre un adversaire déterminé. Avec des défenses aériennes modernes et le soutien occidental, la Russie a presque perdu son statut de grande puissance militaire mondiale. Il reste à voir comment cela affectera la géopolitique précaire entre l'OTAN et la Chine. Mais qu'en pensez-vous? Comment les États-Unis, la Chine et l'OTAN adapteront-ils leur doctrine militaire face aux changements significatifs de la guerre moderne révélés par le conflit en Ukraine? Dites-le nous en commentaire et merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant pourquoi la marine russe est nulle ou cliquez sur cette autre vidéo.